juste à portée de main. Donc, quel accélérateur? Eh bien, quand on fait une physique exploratoire, le mieux c'est d'utiliser un collisionneur proton-proton, parce que c'est ce qui nous permet actuellement de créer des accélérateurs de plus grande énergie, la plus grande énergie possible, et aussi d'avoir des taux d'interaction très importants, parce que les phénomènes qui nous intéressent sont des phénomènes très rares, et donc on veut avoir ce qu'on appelle une grande luminosité de l'accélérateur, c'est-à-dire beaucoup de collisions, de manière à essayer éventuellement au milieu de tout ça, de découvrir la particule de matière noire, etc. Donc le CERN s'est lancé dans un collisionneur qui est, comme vous le voyez, environ un facteur 10 plus énergétique que tout ce qui a été fait auparavant, et qui suit d'ailleurs assez bien une évolution, si vous voulez on pourrait passer une courbe à travers tous ces points, de tous les accélérateurs qui ont été construits au cours des 40 dernières années. Donc c'était pas une extrapolation déraisonnable, si vous voulez. Alors, le CERN contient un nombre complexe d'accélérateurs qui souvent sont un peu comme les uns accélèrent les particules et les passent au plus gros, si vous voulez. Il y a toute une chaîne d'accélérateurs qui se passent les particules en les accélérant à des énergies toujours plus grandes. Et on avait au CERN un tunnel de 27 km qui avait été construit pour un accélérateur d'électrons et de positrons dans les années 80 et qui était à disposition. Donc la question qui s'est posée aux ingénieurs, c'est comment réutiliser ce tunnel. 27 km, c'est pas mal, hein, c'est 3 fois la longueur du tunnel du Mont Blanc quand même. Donc, et comment réutiliser ce tunnel pour faire un accélérateur de la plus haute énergie possible. Alors en fait, un accélérateur, c'est très simple. Il y a des particules qui tournent, et pour les faire tourner, c'est des champs magnétiques. C'est simplement la force de Lorentz qui fait tourner les champs magnétiques. Et donc, si vous voulez que l'accélérateur, les particules soient très énergétiques, il vous faut un grand champ magnétique. Le rayon est fixé, puisqu'il était imposé par la construction qui existait déjà. Et le champ magnétique, les gens ont regardé ce qu'ils pouvaient faire de façon raisonnable, en extrapolant ce qui existait. Et ils ont aperçu que, vraiment, les champs magnétiques les plus élevés qu'on peut faire de façon vraiment industrielle, je ne parle pas sur des petites tailles comme ça, mais là, c'est sur des kilomètres, c'était de l'ordre de 8 à 9 Tesla. C'est déjà des champs très importants qui, comme vous allez voir, sont obtenus avec des aimants supraconducteurs. Donc, ils se sont fixés un champ, ils ont dit 8.3, on garantit ça. On connaissait le rayon de la machine, et ça a donné automatiquement l'énergie de l'accélérateur, et ça tombe à 7 TeV par faisceau, c'est-à-dire 14 TeV dans le centre de masse, ce qui était exactement l'énergie qu'on voulait, c'est-à-dire 7 fois l'accélérateur le plus puissant existant. Donc on gagne pratiquement un facteur 10. Donc c'était possible, ça semblait possible. Alors le CERN s'est lancé dans la construction de cet accélérateur. Comme je l'ai dit, les champs magnétiques ne peuvent être obtenus qu'avec des aimants supraconducteurs. Les aimants, vous connaissez tous la supraconductivité, donc c'est la propriété de certains métaux à très basse température de n'avoir plus de résistance. Donc ça vous permet de passer un très très grand courant sans échauffement et aussi d'augmenter la densité de courant pour pouvoir produire des champs magnétiques importants. Alors, bon, il existe maintenant des supraconducteurs qui sont à température un peu plus raisonnable, de l'ordre de moins 150, moins 200, mais ça, pour l'instant, c'est au niveau du laboratoire. Pour l'instant, les seuls supraconducteurs vraiment qui sont produits au niveau industriel, il y en a plusieurs, mais par exemple, il y a le niobium titane, et il n'est supraconducteur que si on est en dessous de 4 degrés absolus. Donc il faut être à moins 269 degrés. Au CERN, on a pris encore une difficulté un peu plus grande. On a décidé d'utiliser de l'hélium superfluide pour faire le refroidissement, parce que la superfluidité simplifie les échanges thermiques. Et donc, on s'est fixé comme température, non pas 4 degrés absolus, mais 1,9 degrés absolus, sur moins de 171 ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, le CERN est actuellement l'endroit le plus froid dans l'univers, d'ailleurs, parce que, comme vous savez, l'univers est à 2,7 degrés K. Donc, on est l'endroit le plus froid. Et ça, grâce à cet hélium superfluide et cette température, on est capable de passer dans les aimants 11 800 ampères, ce qui est nécessaire pour faire c'est environ 8-9 Tesla. Juste quelques chiffres ça a nécessité 7600 km de câbles supraconducteurs et on utilise on doit liquéfier 32 000 litres d'hélium par jour et on utilise 120 tonnes d'hélium superfluide par an. Enfin, le LHC contient 120 tonnes, ça correspond c'est une fraction non négligeable de la production mondiale, en fait.
Alors, la plus grosse difficulté de l'accélérateur, c'était de faire donc ces grands aimants. Et ces aimants, on a réparti autour des 27 km. Bon, il y a beaucoup d'aimants, en fait. Il y a beaucoup d'aimants dans le système. Mais le plus intéressant, c'est ces aimants à très haut champ qui font tourner les particules. Ce sont des dipôles, donc c'est un champ simplement vertical. Enfin, c'est un peu compliqué parce que comme il y a deux faisceaux qui passent dans le sens inverse, il y a en fait un champ dans un sens et un champ dans l'autre. Et ce sont des dipôles de 15 mètres de long qui ont été construits par l'industrie européenne, à Alstom en France d'ailleurs, à Ansaldo et Neul en Allemagne. Et ils en ont fait environ 450 chacun. Et donc c'est un aimant à technologie extrêmement avancée qui marche donc à l'hélium superfluide. Et on a installé maintenant, ils ont tous été installés dans l'accélérateur, donc sur les 27 km. Il faut savoir qu'un accélérateur, c'est très compliqué parce que les particules, il faut les empêcher de diverger, etc. En fait, en plus des 1232 dipôles, qui étaient vraiment la complexité, il y a 8000 autres aimants de correction pour, si vous voulez, pour focaliser bien les particules, etc. Donc c'est vraiment une entreprise majeure. Donc non seulement les faisceaux sont très énergétiques, mais ils sont très intenses, parce que je vous l'ai dit, on voulait chercher des phénomènes très rares. Et il faut savoir que donc l'énergie d'une particule à 14 TeV, c'est pas, ou à 7 TeV plutôt, puisque c'est 7 TeV par faisceau, c'est pas grand-chose, c'est à peu près l'énergie d'un moustique en vol. Mais par contre, quand vous en mettez 10 puissance 14 ou quelque chose dans l'accélérateur, à la fin, vous avez stocké dans l'accélérateur sous la forme de son énergie l'équivalent de 360 mégajoules, ce qui est équivalent à 90 kg de TNT, ou c'est aussi l'énergie d'un gros porte-avions lancé à 12 nœuds. Donc le faisceau qui est à l'intérieur de l'accélérateur est extrêmement dangereux. En fait, pas dangereux pour les hommes, mais par exemple, il faut vraiment le contrôler, parce que si vous le laissez partir, ça sera l'équivalent de faire une explosion à 90 kg de TNT sur les équipements qui sont sur le côté. Évidemment, l'accélérateur, il est enterré. Hein. Il n'y a pas de danger pour les gens, mais on pourrait casser, si vous voulez, l'accélérateur peut s'autodétruire en quelque sorte, si on fait. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Donc, c'est un problème énorme. Juste un petit mot, puisqu'on est chez EDF. Le CERN est un gros consommateur d'énergie. Le LHC lui-même utilise 120 MW et c'est dominé pas par l'accélérateur puisqu'il est supraconducteur, mais évidemment par la capacité de refroidissement de l'hélium liquide. Donc, et puis, en fait, le reste du laboratoire, avec tous les autres accélérateurs qui sont des injecteurs, utilise environ 100 MW, ce qui fait qu'on a un contrat pour 220 MW actuellement. Et notre consommation annuelle est de l'ordre de 800 GWh. Évidemment, le principal fournisseur, c'est EDF, puisqu'on est sur la frontière franco-suisse. Et en fait, la Suisse n'est pas capable de fournir une énergie pareille. Je crois que la plupart de l'énergie vient de Génitia, d'ailleurs. Je suis presque sûr. Donc voilà, on est des gros consommateurs et on a un gros budget d'électricité annuel. On aimerait d'ailleurs qu'il n'augmente pas, si c'était possible. C'est de l'ordre de 40 millions d'euros ou quelque chose comme ça.